Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Roll You Fool, le podcast qui vous parle de jeux de rôle. Je suis Sectaire et, comme toujours, je suis accompagné par le Mel Gibson des tables de jeu, le Kevin Costner des clubs de jeux de rôle, le Will Smith des boutiques spécialisées. Il maîtrise le Chrome et le V8 Interceptor comme personne, c'est bien entendu notre référent culturel indispensable. Salut Styr. Alors, je remarque que tu as cité Mel Gibson et Will Smith, donc je dois en conclure que je donne des baffes et je suis... Eh bien oui, parce que justement, si tu as bien noté qui j'ai cité trois personnes qui, tous les trois, sont en rapport avec, évidemment, sont des acteurs, bien sûr, avec la thématique du jour, le post-apo, puisque Mel Gibson pour, évidemment, les Mad Max, Kevin Costner, évidemment, pour le superbe Waterworld. Magnifique. Écoute, avec le recul, Waterworld, par, Ça rap- allait, ça par allait. rapport à, je veux dire, le Marvel DC Universe, Voilà, voilà, on est c'est, mieux. c'est- c'est- Et Will Smith, bien sûr, pour Je suis une légende, qui est aussi une forme de post-apo. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler du post-apocalyptique dans le jeu de rôle, et tout de suite, j'ai envie de dire, évidemment, parce que vous savez comment on est, maintenant que vous nous suivez, le post-apo, il y en a plein. oui. Parce que de quel post-apo on parle et qu'est-ce que c'est le post-apocalyptique? Alors, basiquement, on va dire, le post-apocalyptique, c'est après une apocalypse. Jusque-là, Et tu remarqueras l'intitulé de ce podcast, L'Apocalypse et après, parce que effectivement, moi, ce que j'ai souvent constaté, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, des apocalypses dans les jeux de rôle, il y en a très souvent. C'est un gimmick qui est très très souvent employé dans la cosmologie des univers, soit avant l'apocalypse, soit pendant, et on verra qu'il n'y en a pas tant que ça des pendant l'apocalypse, soit après l'apocalypse, soit très loin après l'apocalypse, mais on le retrouve même dans un Donjons et Dragons, même dans le Royaume oublié. Si on prend par exemple certains univers de Donjons et Dragons, bah, l'un des premiers qui vient en tête c'est Dark Sun, mais il y a c'est une apocalypse. qui commence bien loin Enfin, qui après est une un apocalypse, post-apo, ouais, ouais. bien sûr. Et un qu'on oublie très souvent chez Donjons et Dragons, Gamma World, qui est un peu un des ancêtres du genre, mais qui est une forme pour moi de récit apocalypse. Alors tu as tout à fait raison, il va falloir d'abord commencer par dire bah, qu'est-ce qu'on entend par l'apocalypse. Qu'est-ce qu'on entend? Parce que d'habitude, on entend post-apocalyptique quand on dit c'est une œuvre post-apo. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, basiquement, on voit quoi? Le post-apo zombie, hein, des zombies ont envahi le monde, tout est foutu. Bon, la guerre nucléaire à la Fallout. Ça reste une forme de récit de science-fiction, donc c'est-à-dire ce sont les apocalypses de leur époque. Gamma World, qui est dans les années 70-80, bah, ça va être une apocalypse gamma, hein, donc les radiations, etc. On est en pleine guerre froide, c'est comme ça qu'on conçoit l'apocalypse, et c'est vrai que tu Alors vois. des fois, on a aussi des météorites qui tombent Oui. sur Terre parfois, Alors les qui pètent météorites, un peu tout. les météorites, c'est un gimmick qui est arrivé un peu plus tardivement. Là, quand tu regardes notamment les récits de science-fiction, c'est en fait je pense que quelque part que les gens ont intégré que ça sera pas une fin nucléaire, qu'on s'échappera là-dessus. Tu regardes par exemple les épisodes de la quatrième dimension, la fin du monde. T'as beaucoup d'épisodes de la quatrième dimension qui tournent autour de ça. C'est soit une guerre nucléaire, soit un événement astronomique majeur. Qui fait, alors, il y en a un épisode qui est célèbre où la Terre arrête de tourner, ce genre de choses. Oui, bien sûr. Voilà, Voilà, ce genre de choses. ce Exact. genre Je de choses. pensais à ça. Je pensais aussi à ces films complètement idiot comment Ouais, il s'appelle j'ai- ce réalisateur qui fait que des films idiots. Mais Michael Bay. Non, c'est tout un. explose, Oui. tout Bah ouais, mais Armageddon, tous voilà. ces trucs-là. Moi, c'était celui où il devait aller au cœur de la Terre pour relancer la rotation de la Terre avec Ah, une arme c'était très drôle atomique. ça aussi. Oui, oui. Je l'ai vu, je l'ai Oui, vu. il est très Mais marrant. tout ça, c'est donc du pendant apo, du post-apo, mais du post-apo, on va dire sur Terre, etc. Pourtant, si on y réfléchit, du post-apo, on y est quelque part. Ah, mais on est toujours après. Alors, c'est là où il faut revenir quand même un peu à cette On a eu les définition. dinosaures. Mm. Voilà, Juste pour un. On a eu les dinosaures. dinosaures. On est du post-apo pour eux. Bah oui. Et on les mange. Et Et on on les les mange. consomme. Et on les consomme, hein. Notre pétrole, il Et on vient les pas de brûle dans nos Ouais, voitures. Enfin bon. exactement. Et mais au-delà de ça, c'est là où tu vois d'ailleurs l'ambivalence, c'est-à-dire il y a dans les jeux de rôle, tu vas avoir l'apocalypse qui va être vu comme un gimmick, c'est-à-dire bon bah ouais, il y a la fin du monde et on va raconter quelque chose et très souvent ça va être pour le pur côté esthétique, c'est-à-dire ah regardez Mad Max c'est cool, on va vendre du Mad Max et ça Bah, il y a c'est Bitume, il y a ouais. eu. Alors Bitume c'est côté français, voilà, tout à fait. Il y a des post-apo qui sont
Et c'est quelque chose qu'on va retrouver souvent d'ailleurs dans les récits des années 50, 60, 70, qui sont là pour quelque part interroger l'humanité vraiment dans le principe du récit de science-fiction, c'est-à-dire il y a une grande rupture qui retire en gros tous nos apparats, tous nos ornements, et qu'est-ce qui reste de l'humanité, donc soit des bêtes sauvages, etc. Enfin, on revient à l'état d'homme, on peut penser à la planète des singes, on peut penser à même d'une certaine manière, tu parlais de Je suis une légende, ce genre de choses. Je pense aussi à Hawkmoon. C'est-à-dire, voilà, dans Hawkmoon, il y a une apocalypse qui met un terme à ça, et finalement, bah, qu'est-ce que l'humanité redevient? Bah, c'est le retour du fascisme, c'est le retour de ça, et quelque part, c'était une manière pour dire de Moorcock de dire, bah ouais, mais l'humanité, en fait, elle est pas bonne de nature, quoi. Je veux dire, si on en revient toujours au même schéma. Principe aussi de l'apocalypse zombie avec The Walking Dead, où d'un coup, finalement, les zombies sont un prétexte juste pour dire regardez comme les humains sont des salauds. Voilà, exactement. Et, Ouais. et du coup, comment la société se reconstruit avec ça. Et de l'autre côté, tu vas avoir une apocalypse qui est beaucoup plus proche finalement de son... Enfin, qui va essayer de coller un peu à sa définition d'origine, c'est-à-dire l'apocalypse en tant que révélation, en tant que, en gros, phénomène, puissance extérieure qui nous tombe dessus et qui va nous dire, bah voilà, on va séparer le bon grain de l'ivraie, et puis les méchants vont cramer, et puis les bons vont peut-être survivre, et dans quel état. Et là, tu vas avoir, celui qui me vient vraiment en tête, par exemple, c'est Vermine. Il est assez intéressant parce que, en plus, on disait le post-apo reste un récit de science-fiction, c'est-à-dire qu'il interroge son temps. Et Vermine, c'est pas un hasard. C'est les années 90-2000, c'est le moment où les questions climatiques, les gens commencent enfin un peu à prendre ça au sérieux. Et donc, Vermine, c'est une apocalypse écologique. Et ce qui est très intéressant dans Vermine, c'est que souvent dans les univers de jeux de rôle, et on en reparlera notamment avec Hawkmoon, le post-apo a tendance à regarder derrière, c'est-à-dire l'univers va inciter les gens à s'intéresser au monde d'avant, qui va être perçu comme quelque chose de magique, d'extraordinaire. Hawkmoon, par exemple, la première édition d'Hawkmoon joue beaucoup là-dessus. Vermine, Oui, lui, tout ce qu'on trouve, toute la technologie qu'on découvre à travers les différents endroits, c'est souvent de... Pour nous, on comprend que c'est de la technologie, pour eux, c'est de la magie. c'est de la magie, et puis il va y avoir aussi un mystère autour de cet apocalypse qui va être associé. Pourquoi, donc, dans le cas de Hawkmoon, le tragique millénaire a disparu. On peut aussi parler de Degenesis, qui est le post-apo le plus récent, qui est assez intéressant dans son... Bon, il a des limites des Genesis, hein. Moi il y a des choses qui passent un peu moins au niveau de l'écriture. Wastelander, donc il y a une sorte de mystère, et finalement l'univers dans lequel tu vas évoluer va regarder derrière. Vermine, il n'y a pas de mystère, c'est-à-dire l'humanité a été punie, hein, point barre, voilà, la nature a pris ses droits, les insectes ont bouffé ce qui reste, et en fait ce qui va être important maintenant c'est de regarder devant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va construire à partir de cet état, et avec la question, trois possibilités, soit, et c'est le pitch en fait de Vermine, c'est où est-ce que vous vous positionnez? Est-ce que vous êtes du côté des humanistes qui veulent revenir au monde d'avant en essayant de détruire ce nouvel écosystème qui se met en place? Soit vous allez être des survivalistes totalement égoïstes, un peu le discours morcockien de dire bah voilà, c'est le fascisme, c'est le retour de l'ordre, etc., etc. Soit vous allez être au contraire adopter ce nouvel univers, fusionner un peu, voilà, avec un côté très chamaniste, machin. C'est à vous de choisir. Hein, le jeu va être là, c'est-à-dire comment vous positionnez là-dessus, et le meneur va avoir pour but de créer des défis autour de ça. Euh, voilà, notamment avec un scénario où tu avais une femme qui accouchait d'une sorte d'enfant un peu mutant. La question c'est qu'est-ce qu'on fait du gamin, sachant que la présence du gamin attire les insectes. Est-ce qu'il faut tuer le gosse parce que un mutant, Burke, etc., etc. Ou est-ce qu'on va utiliser le gosse pour utiliser les insectes comme une sorte d'arme contre les autres campements, donc là c'est les survivalistes, ou au contraire faire du gamin le prophète voilà. Et ça, là, pour moi, c'est une sorte, bon, j'ai pas envie de dire il y a un bon et un mauvais post-apocalypse, mais c'est peut-être pour moi les univers qui utilisent le mieux finalement ce que va être le post-apocalypse. Ça veut pas dire que les autres sont inintéressants. Je reste très très fan de Hawkmoon. Tout à fait. Bah, Hawkmoon, pour situer un peu, si vous connaissez pas vraiment, Hawkmoon, donc ça fait partie des ouvrages à la base de Michael Moorcock. Lisez Michael Moorcock si vous avez l'occasion. Lui qui a fait Stormbringer, bien entendu, toute la saga d'Elric, hein, c'est toujours des... Il avait un gimmick, il est mort, je crois, je sais plus. Il est toujours vivant. Et il avait un gimmick dans ses écrits qui était le guerrier universel, c'est-à-dire un héros tragique, toujours tragique, qui est héroïque malgré lui la plupart du temps, et qui est complètement dépressif,
pas bien et condamné à la perte, en fait. C'est très vrai dans le cas d'Elric. En fait, ce qui est intéressant avec ce qu'a fait Moorcock, alors, il y a un point qui est très important avec Moorcock, c'est qu'il a commencé à écrire très 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 tôt. Hein. On a souvent l'image, on oublie par exemple que chez Tolkien, l'œuvre de Tolkien arrive assez tard enfin assez tard. Oh, il avait déjà 40, Voilà, il avait 45 ans, déjà hein. 45 ans, chez David Ealing, etc. Je crois que Moorcock, Elric, il commence à l'écrire à 16 ans. Hein. Ah oui, oui, non, mais il y a après, il y a toutes les erreurs d'enfance, quoi, mais d'adolescence. Oui, mais au-delà de ça, moi, bon, c'est un truc, tu vois, à 16 ans, est-ce que tu as déjà écrit ta saga, ta saga Non. fondatrice? Voilà, non. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il va utiliser par la suite et en fait interroger la nature du héros. C'est-à-dire que Elric va être ce héros que tu définis comme étant le héros tragique, fataliste, avec le Fatum qui lui dit, voilà, de toute façon, t'es foutu, et puis voilà. Et qui Corum, va vers l'apocalypse, ouais, d'ailleurs, et qui le et qui sait. va vers l'apocalypse. Corum est un autre héros, hein. Erikazé, c'est un autre héros, et Hawkmoon, celui qui nous intéresse, lui qui vient après l'apocalypse, hein, dans le récit, est encore un autre héros qui est condamné à l'affrontement un peu perpétuel pour rebâtir, pour essayer de stabiliser le monde dans lequel il vit. Il n'est pas fataliste, mais ils ont tous un fond. Alors, chez Elric, c'est énorme. Oui, oui, chez Elric, c'est énorme. Bon, là, c'est le côté ado, Évidemment, tu sens, voilà. il y a une ligne directrice où ils ont tous l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux qui leur échappe. Et ils subissent. Et chez Eric Ozé, il le sait, puisque je crois, non, c'est pas Eric Ozé, c'est lequel qui a conscience d'être le guerrier universel, c'est C'est pas Corum Corum, il me ou Eric semble. Ozé? Bon, C'est après, Corum, ouais. Corum, je l'ai lu il y a, réfléchissons, 30 ans. C'est un peu Ouais, flou, c'est un peu flou dans c'est un ma peu flou. tête. Mais en tout cas, il y en a un des deux, vous corrigerez sur lequel c'est exactement, mais il y en a un des deux qui a conscience en plus d'être ce héros qui va être en perpétuelle régénération, en perpétuel retour, et où ça n'a jamais de fin, et où c'est l'horreur absolue, quoi. Pour revenir dans Hawkmoon, en fait, la différence, c'est, et tu le dis très bien, Elric sait qu'il va vers la fin des temps et que, bon, ben, tout au plus, il peut ralentir un peu la marche des choses. Hawkmoon, lui, il vient après en fait, il vient très longtemps après l'apocalypse, puisque dans l'univers d'Hawkmoon, qu'on appelle le tragique millénaire, on est en l'an 5000 et l'apocalypse a lieu il y a 2000 ans. Voilà. Donc l'humanité a eu le temps de se reconstruire, machin, etc., etc. Et Hawkmoon est plus dans une optique, je vais reconstruire. Je vais me battre. Et un point qui est important, ben Moorcock, ça fait partie de tous ces auteurs anglais des années 70-80 qui se chopent l'Angleterre des années 70. Vraiment, hein, on disait lisez Moorcock, mais intéressez-vous à l'Angleterre des années 70, ça permettra de comprendre énormément de choses à notre culture actuelle. Hein. C'est pas pour rien que le mouvement punk naît en Angleterre à cette époque-là. Et l'horreur qu'était l'Angleterre des années 70. Hein. Y a un truc, voilà, un truc qu'on oublie, mais par exemple la ville de Glasgow avait pendant très longtemps le taux d'homicide le plus élevé au monde. Oui, Euh, et au couteau, et au- d'Europe, d'Europe, mais ouais, d'Europe, je crois mais au pendant un couteau moment en donnant plus. un peu élevé, c'était voilà, donc c'était très sombre, c'était très glauque et quelque part c'est pas pour rien que dans le tragique millénaire de Hawkmoon, les méchants ce sont les Britanniques. Qu'est-ce qu'on est? Hein, finalement, qu'est-ce que l'humanité est si on retire un peu toutes les questions secondaires sur l'héroïsme, machin, etc. Ben, c'est le retour à un féodalisme, c'est le retour à une forme d'obscurantisme religieux, la peur de ce que l'on ne connaît pas et la séduction de l'ordre pour l'ordre, puisque Hawkmoon en fait commence au début, il est très ambivalent vis-à-vis des Grands Bretons. Hein. Alors les Grands Bretons, pour qu'on soit bien clair, ce sont des fascistes mais puissance 10. C'est-à-dire que c'est une société qui est dirigée par un empereur dieu immortel qui vit dans une sorte de cuve abominable. Les Qui Britanniques a de pas l'époque. du tout été pompé par Warhammer 40 000 Non, d'ailleurs. pas du tout. Absolument pas. Les Britanniques, en fait, sont élevés dans des sortes de castes animalières où chacun a un animal totem et ils doivent porter un masque qu'ils n'enlèveront plus jamais de leur vie. Et ils parlent entre eux en mimant les bruits d'animaux. Donc, en fait, tu as l'ordre du loup, tu as l'ordre du glouton, tu as l'ordre du machin, enfin, tu as les ordres de tout. Et essayent de reproduire, en fait, d'imposer cet ordre animal à l'échelle de l'Europe. Et au début, Hawkmoon, ouais, mais c'est l'ordre, c'est bien, parce que le féodalisme avec les guerres, tout ça, un truc, mais au moins ils apportent l'ordre, ils apportent le progrès. Voilà. Il y a cette séduction-là qui joue. J'ai parlé des éditions de Hawkmoon parce que justement, ça c'est intéressant. Parce que chaque édition de Hawkmoon va avoir un angle sur la manière dont ils vont aborder ce post-apo. Et alors, je vais pas trop parler de la seconde, enfin,
des éditions intermédiaires qui n'ont pas eu trop de succès. C'est-à-dire, en gros, il y a un bouquin qui est sorti, puis il n'a pas marché, donc ça s'est arrêté là. On va surtout, pour moi, l'intérêt, c'est de comparer la première édition, celle que on connaît, nous, celle de la génération des années 80-90, et la nouvelle édition qui vient de sortir, qui est très bien, mais qui a un angle complètement différent. Dans la première édition, on est avant l'invasion des Grands-Bretons, puisque tout le récit d'Hawkmoon, c'est Hawkmoon qui va lutter finalement contre les Grands-Bretons. Pour l'instant, les choses vont plus ou moins bien, c'est-à-dire voilà, les Grands-Bretons, ils ont juste débarqué à Calais, ils ramènent un peu d'ordre dans cette France qui est complètement fracturée, avec un truc qui est génial, la mer d'Alsace, ça j'adore. Et en fait, l'univers de le jeu de rôle qui va être proposé, ça va être de dire aller à la découverte de cette Europe du tragique millénaire, qui est complètement baroque, qui est, moi j'ai toujours un plaisir à relire les suppléments et notamment cet extraordinaire supplément de la France, parce qu'il y a aussi une histoire éditoriale qui est intéressante puisque Hawkmoon n'a pas très bien fonctionné chez les Anglais. Au niveau jeu de rôle, Hawkmoon était du même, alors c'est fait aussi par, enfin édité, produit par Sandy Peterson, par Chaosium, et c'était d'ailleurs avec le système Chaosium, donc avec le même système que Stormbringer, le même système que RunQuest, le même système que l'Appel de Cthulhu. Qui n'était pas du tout adapté pour ça, mais bon. Mais c'est un grand débat Ça, qu'on a c'est autre tout. chose. Voilà, c'est un grand débat. Pour le coup, Chaosium. Les règles de Chaosium pour Hawkmoon, c'était pas terrible. Tu sentais qu'en fait, ouais, en fait, tu sentais que c'était pas le propos et qu'ils ont pris un machin qu'ils pouvaient avoir. Mais au niveau des règles, ça fonctionnait pas, quoi. D'ailleurs, la seconde édition va corriger un peu ça. Un peu, ouais. Mais ils avaient pris le même parti pris que Stormbringer, c'est-à-dire ils avaient voulu faire, qui est devenu Elric maintenant, ils avaient voulu faire la même façon de faire une gamme, comme ils faisaient d'ailleurs pour l'Appel de Cthulhu, c'est-à-dire on sort les trucs de base en boîte avec trois livrets. Enfin, il y avait un 4, le quatrième livret, c'était juste les références techniques. Ouais, c'était les refs, hein. Et en fait, et après, on sort des suppléments. Et alors les suppléments, bah là du coup, bah, c'est la France, l'Espagne, la Camargue, l'Empire ténébreux, enfin voilà. Tu avais deux types de suppléments. Tu avais des suppléments qu'on va appeler géographiques, et c'est un peu la même chose que tu avais dans Donjons et Dragons. Tu avais un supplément sur telle région des royaumes oubliés. Donc là, tu vas avoir les différentes régions de ce tragique millénaire, et tu vas avoir des campagnes. Et les campagnes de Elric et de Hawkmoon vont garder une certaine réputation. Il y a beaucoup de gens de notre génération, quand tu leur parles de l'île brisée ou du pirate des mondes, ils s'en souviennent parce que c'était un peu j'ai envie de dire, les ancêtres des grosses campagnes qu'on voit aujourd'hui avec Pathfinder. C'était des machins assez monumentaux et quasiment infaisables parce que bon, je ne connais personne qui a réussi à finir. Tu le lisais, quoi, c'est tout. Voilà, et surtout le défaut de Chaosium, c'est que c'était un système qui était mortel puisque c'était prévu pour Lovecraft et du coup qui était pas trop fait pour faire de l'héroïque, c'est-à-dire le moindre paysan qui fait un critique, il décapite ton personnage, quoi, à peu de choses près. Faut pas exagérer quand même, parce que tu avais RunQuest aussi qui était basé dessus et qui Ouais, mais fonctionne très très bien. Greg Stanford avait changé une grande partie. Il y avait des tas de choses qui avaient changé au niveau des règles. Vraiment, dans la première édition d'Elric et Hawkmoon, c'était un copier-coller. Vraiment, ils n'avaient pas trop réfléchi en disant ah ouais, tiens, cette mécanique-là, il faudrait pas qu'on la laisse telle qu'elle. Alors, ça a été modifié, comme dit, après la seconde édition. Mais ça, à rigueur, c'était pas important. Mais par contre, le point important, c'est que aux US, comme dit, Hawkmoon n'a pas très bien fonctionné. Et en gros, tu as un supplément qui est sorti régional, qui était la Camargue. Alors pourquoi la Camargue? Parce que dans le bouquin, c'est là où se trouve la dernière once de résistance face à l'invasion en Bretagne. Par contre, en France, Et c'est la Camargue un peu plus grande, hein, oui, voilà, c'est bon, c'est la Camargue du tragique millénaire. Par contre, en France, le jeu va très bien interpeller. D'abord parce que la résistance en France face aux les Anglais, les méchants, ça vend, hein, on va pas se mentir. Et donc, il est sorti un supplément chez Oriflamme, parce que c'était l'éditeur français, qui va être 100% français. C'est-à-dire que ce supplément ne va pas exister enfin, je sais même pas s'il a été traduit en Angleterre, peut-être, peut-être pas. Qui va être le supplément La France, qui va être fait par les Français, avec une partie des illustrations. Enfin, il y a des éléments qui vont être entièrement écrits, réécrits. Bon, ça va être adoubé par Chaosium quand même, qui va jeter un coup d'œil derrière ça. Mais effectivement, quand vous regardez le supplément, il n'y a que l'écusson Oriflamme dessus, il n'y a pas l'écusson Chaosium. Et le point qui est intéressant, c'est l'angle qu'ils prennent là-dessus. C'est-à-dire qu'ils font de la France une terre de découverte. C'est vraiment partir à la découverte de cette France qui a été transformée par le tragique millénaire. L'Alsace, en fait, est tombée sous les... En fait, elle s'est effondrée, il y a une mer à la place, les volcans d'Auvergne se sont réveillés, il y a des endroits très bizarres avec des ruines du tragique millénaire, etc. Paris qui a été cristallisé. Enfin voilà, il y a vraiment un côté très exploration, très découverte, avec en plus des sociétés très étranges, la région d'Orléans qui est devenue une sorte de Corée du Nord, enfin voilà, c'est des trucs très très bizarres.
Et ça va être, pour moi, c'est l'un des éléments qu'on retrouve dans le post-apo. C'est la découverte, en fait, de ce monde post-apocalyptique. La Euh, la redécouverte. Parce que redécouverte, voilà, c'est ça. c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le post-apo, dans notre post-apo, c'est-à-dire le post-apo de notre monde à nous. D'ailleurs, il faudra qu'on s'interroge aussi sur est-ce que si je joue dans un post-apo d'un autre univers, est-ce que c'est quand même du post-apo? Et est-ce que c'est pour ça que les gens ont peut-être pas l'impression d'être dans du post-apo? C'est-à-dire que je trouve que c'est très important dans tous les, et notamment dans le jeu de rôle évidemment post-apocalyptique, ce sont des endroits familiers qui ne le sont plus. Tout à fait. Bah, Paris, Voilà, Paris, l'Alsace, etc. Mais il faut qu'il y ait ce besoin de retrouver. Voilà, bah, où est la Tour Eiffel? la familiarité. Voilà, c'est ça. Ouais, mais oui, Et la mer, en pour te fait, raccrocher à quelque c'est pour chose, ça quoi. que je donnais l'exemple de la mer d'Alsace. C'est parce qu'il y a un Z maintenant à Alsace. En plus, le truc génial, c'est que les Vikings en fait sont réapparus et se sont emparés des trucs. Donc t'as les Vikings, t'as les Alsaciens, t'as les Français, enfin bref. Et là-dedans, comme c'est la mer, c'est-à-dire que toutes les villes sont sous l'eau. Et juste n'émerge que les. Alors le tragique millénaire, juste pour qu'on soit clair, comme dit, il a lieu dans l'an 3000, donc c'était une terre futuriste. Hein. Et donc par exemple, le Mulhouse, en fait, c'est juste des tours qui sortent des flots. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'il y a parce qu'en plus il y a des goules des mers, machin, etc. La ville de Bâle, en fait, c'est fissuré en deux parce que l'Alsace s'est effondrée, donc c'est une ville falaise. Enfin voilà, et c'est ça, ils vont jouer là-dessus. Et t'as beaucoup de monde post-apocalyptique qui joue effectivement là-dessus, ce que tu disais, cette redécouverte d'un univers familier. Alors notamment dans le jour d'après, Mhm. où tu vois la Que statue de la tu liberté gelée, gelé, mais ça fonctionne euh, bien. C'est ça fonctionne, ça ça fonctionne. Tu te fonctionne. dis, voilà, t'as envie de voir, quelque part, déjà, t'as envie de voir New York balayer, et puis dire Eh oui, qu'est-ce qui va rester, comment ça va se transformer. Et exactement. par contre, la troisième édition de Hawkmoon, celle qui est sortie actuellement, lui prend un pari très différent. Il va dire, non, l'enjeu de Hawkmoon, c'est cette lutte contre les grands bretons, cette lutte contre le fascisme. Et c'est là où on revient un peu à ce qu'on disait dans notre podcast précédent sur la science-fiction, cette interrogation actuelle, puisqu'on voit chez nous les montées du populisme, de Trump, machin, etc. Donc c'est l'inquiétude légitime par rapport à cette résurgence-là. Et ben, dans cette nouvelle édition de Hawkmoon, tu ne joues pas des gens qui vont partir explorer le tragique millénaire, tu joues des gens qui vont lutter contre ces grands bretons qui sont des monstres. Et comment tu vas le faire? Et avec quoi? Donc là, on va dire l'héritage du passé, ce sont plutôt des armes, des trucs que tu vas utiliser pour lutter contre les grands bretons, ce qui accessoirement est assez proche de ce que fait Morcock dans Hawkmoon, hein, puisque Hawkmoon il passe son temps à aller à droite et à gauche. Avec cette différence que Hawkmoon a, et d'ailleurs c'est moins bon, on va être honnête, hein, même Et Morcock le reconnaît, hein, il dit très clairement, Hawkmoon c'était alimentaire. C'était à un moment donné, il y a cette... Moi j'ai beaucoup aimé Hawkmoon, justement toute cette partie-là que tu racontes, c'est-à-dire le côté on va se battre, la rébellion, etc. Et ensuite, malheureusement, Hawkmoon, il gagne. Et à partir du moment où il il n'y a plus gagne, d'intérêt. il aurait dû s'arrêter, Oui. là où le bouquin aurait Bah, dû les s'arrêter. 3 tomes qui suivent, parce que je crois qu'il y en a trois, Trois ou c'est quatre, je crois qu'il y en a quatre, la nouvelle légende d'Hawkmoon. Et là, du coup, c'est très bizarre par rapport à ce que tu dis et par rapport à ce qu'a fait Oriflamme et ce qu'a fait Chaosium. Et c'est intéressant, parce que c'est intéressant à mettre en parallèle, je pense. Donc, dans le livre, dans les différents tomes, vous avez Hawkmoon et vous avez la nouvelle légende d'Hawkmoon. Dans Hawkmoon, donc c'est sa lutte contre les Grands Bretons. Dans la nouvelle légende d'Hawkmoon, il a gagné et là, il va découvrir l'univers. Enfin, il va découvrir la planète. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le jeu de rôle, on fait l'inverse. On fait l'inverse dans le jeu de rôle. c'est pas tout à fait ça dans la nouvelle légende de Lockmoon. C'est pas tant l'univers parce qu'en fait il l'explore déjà dans la truc. Notamment il se rend à New York, enfin il se rend en Amérique parce que voilà. En fait il se balade beaucoup dans la première partie parce que en gros il doit trouver un moyen pour se faire retirer le joyau noir qu'on lui a implanté et puis il faut empêcher les Bretons, Grands Bretons. Ça il le fait. Par contre le problème pour moi que j'ai c'est qu'effectivement l'Empire Grand Breton tombe et c'est là où il veut coller absolument son multivers. Et la nouvelle légende d'Hawkmoon, c'est pas tant dans l'Europe du tragique millénaire qui va se balader, c'est quasiment dans le multivers. Il se balade dans des dimensions parallèles, et c'est là où en fait, Et c'est là où ça ouais, foire il faut complètement. arrêter. Et, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le parallèle justement avec les bouquins, entre les bouquins et le jeu de rôle, où le plus intéressant dans le jeu de rôle, c'est pas tellement la résistance, c'est vraiment redécouvrir ce monde.
Et dans le bouquin, c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. C'est la bataille contre les Grands Bretons, l'antagonisme avec des personnages qui sont quand même hyper. Le baron Méladus qui est très 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 méchant. Hein, voilà. William Davray qui est le gars un peu ambivalent. Enfin voilà, tous les personnages sont extrêmement stéréotypés, tirés au cordeau. Et ce qui va être repris en fait, finalement, cette nouvelle édition, ce que je disais, cette nouvelle édition d'Hawkmoon se rapproche beaucoup plus de l'esprit du livre, c'est-à-dire, bah voilà, il faut trouver un moyen de résister. Ils font l'avantage en plus. Ils évitent de tomber très souvent sur le problème qu'ont les adaptations, c'est-à-dire les héros sont dans l'ombre du personnage du roman. Alors les deux jeux de rôle l'évitent puisque le premier ça se passe avant le roman et donc bon bah Hawkmoon c'est juste le baron de Köln, c'est le duc de Köln, il n'a aucun intérêt. Et l'autre, bah les gars de toute façon il y a tellement de problèmes de leur côté, ils ont voilà le Hawkmoon il est dans son coin et ils disent bien vous n'êtes pas du tout obligé de suivre les bouquins, vous pouvez faire de vos personnages les héros locaux. Alors ça me permet de rebondir sur un autre jeu de rôle que j'ai trouvé intéressant qui est passé un peu sous le radar parce qu'en fait Hawkmoon comme on l'a dit il va avoir son heure de gloire en France, très clairement. Il va connaître une première édition, il va avoir une seconde édition, mais malgré tout, voilà, le jeu ne va pas être un succès de. De toute façon, il n'y a aucun jeu de rôle qui est vraiment un succès de librairie qui permette à leurs créateurs de nager sur l'or. Non, Et mais tu prends Stormbringer, par exemple, a eu un gros succès. mais parce que c'était Elric, et Elric, ça parlait, on va pas se mentir, ça parlait quand même beaucoup aux adolescents angsty, Et c'est Saint-André aussi. voilà, Hein. c'est Saint-André. Donc, alors, attention, la première édition de Stormbringer, parce que Oui, la pareil, première, oui, voilà, je parle de la première. Hein. le truc, c'est que après Chaosium va vouloir ressortir, enfin rééditer, et les rééditions, en fait, l'un des soucis, c'est que dans le cas de Hawkmoon, comme ils voient que le truc a pas marché, au début, ils vont dire, bah non, on n'accorde pas, enfin la licence, ouais, on voit pas comment on va se faire du pognon avec, ce que je peux comprendre, donc on va pas le faire. Et donc du coup, en France, on voulait avoir un nouveau Hawkmoon, et en France, du coup, le post-apo va assez bien fonctionner. Tu citais Bitume, mais on va en voir tout. Alors Bitume, il sort quasiment en même temps que Hawkmoon, hein, un peu de choses près, je me demande même s'il est pas sorti avant l'édition française. Ça sera un truc à vérifier. Bitume, on en reparlera quand on fera Croc, parce que c'est vraiment un univers Croc hein, dans toute sa définition. On est dans un cadre du post-apo où l'apocalypse, c'est une excuse, très clairement. En gros, rappel dans Bitume, la comète de Halley passe, alors je sais plus, les adultes meurent, et puis il y a que les gamins qui restent, et la société est donc construite par les gamins, qui sont donc des adolescents sales, moches et méchants. Ce qui est assez intéressant parce que c'est aussi une manière de dire ouais, regardez les gamins, non les gamins c'est pas gentil quoi. Et surtout avec tout l'acide que pouvait avoir Croc dans son écriture. Donc c'est aussi pour ça que Avec des Bitume, tribus, ouais des avec tribus. tout un tas Et de ça c'était trucs. assez intéressant. Et d'ailleurs je crois qu'il y a une nouvelle édition qui a été qui est ressortie. J'ai pas réussi à mettre la main dessus. Je serais assez curieux. Il y a eu 7 éditions de Bitume, s'il te plaît. Croc était habitué à faire des éditions, des multiples éditions, hein, Innominé Satanis, Magdas Veritas, pareil, je crois qu'il y en a eu 5, voilà. Par contre, il y en a un autre qui m'intéresse, on a déjà parlé de Vermine, et vraiment, si vous voulez avoir des post-apo qui interrogent, regardez Vermine, parce que c'est construit autour de ça, c'est vraiment, on est là-dessus. Et il y a eu Wastelander. Donc Wastelander, il est sorti entre 2010-2011, j'ai plus les dates tout à fait en tête. Tu sens que ça a été écrit par des Bretons parce qu'en fait toute l'action se passe en Bretagne. Un peu le seul Isola qui a survécu à l'apocalypse. Mais par contre, c'est pas tant le propos sur l'apocalypse qui m'intéresse parce que on sent que les gars voulaient refaire Hawkmoon. Ce qui m'intéresse dans Wastelander, c'est que les auteurs de Wastelander ont vraiment voulu faire comprendre comment on joue le post-apocalyptique. Et tu as notamment pas mal d'encarts dans Wastelander qui expliquent, bah voilà, quand vous avez des joueurs face à vous qui tombent sur un objet ancien, vous n'allez pas leur dire, bah voilà, vous tombez sur une voiture, vous tombez sur une carcasse de voiture ou sur un poteau électrique. Comment vous allez décrire ça à des gens qui ne savent pas ce que c'est? Il va y avoir pas mal d'éléments sur comment décrire le post-apo et je trouve ça très intéressant. C'est Avec en plus, extrêmement intéressant, ça. avec en plus un gros effort qui est fait sur l'illustration. Le livre est vraiment très très beau. On est sur le même principe, c'est-à-dire un retour une sorte de néo-féodalisme, voilà, avec une sorte un recyclage de la légende arthurienne et qui est très bien en fait, qui est très bien trouvé parce qu'on ne sait jamais vraiment si c'est vraiment Arthur qui est de retour ou si c'est des types qui ont recyclé, qui ont trié, ah bah tiens, c'est un moyen de réunifier le machin et ça fonctionne assez bien. Oui, ils se sont basés vraiment sur la légende arthurienne qui dit qu'en cas de nécessité pour la Grande-Bretagne, Arthur se réveille, quoi. Enfin, pour la Bretagne, d'ailleurs. Les auteurs ont eu l'intelligence de ne pas faire un truc
délirant parce qu'en plus, leur optique dès le début, c'était de vendre une campagne. Et donc la campagne a suivi en quelques tomes, je crois qu'ils l'ont terminé, et qui présentait en fait les différents, un peu la région proche, donc c'est-à-dire l'Angleterre, hein, ce qui reste de l'Angleterre, les Vikings qui sont un peu de retour mais qui sont très très starbes, hein, là pour le coup c'est presque les Vikings grands-bretons avec côté animalier et tout le bazar, et la France qui est une sorte de désert radioactif pollué, donc bon voilà, ce qui est assez bien fait, et donc tout tourne autour de cet environnement proche, et ça c'est assez bien pensé parce que du coup C'est quel système de jeu? c'est leur propre système. Ils ont un système qui est assez amusant. Alors ça m'avait fait marrer. C'est-à-dire que tu peux jouer avec n'importe quel dé. Parce qu'en fait, le but, c'est de faire des paires. Donc tu peux tout à fait jouer avec des D20, des D12, des D6. Voilà, fais-toi plaisir. Ils recommandent d'avoir des dés à plusieurs phases. Enfin, des D10 et des D12 parce que ça roule mieux. Mais c'était un peu le trip. C'était jouer avec vos dés, jouer avec les dés qui vous font plaisir. Voilà. Et c'est un système qui est assez... Là, pour le coup, ils ont fait un système ils ont créé un système ad hoc dans le sens qui va faire fonctionner l'univers, qui était pour moi le défaut de la première édition d'Hawkmoon, c'est-à-dire que le système en fait ne fonctionne pas avec le... Enfin, il est trop mortel pour... il est bêtement mortel, entre guillemets. Le taux de survie dans Hawkmoon ou dans Stormbringer, d'ailleurs, c'était le même que dans l'appel de Cthulhu. Hein, c'était... Voilà, et c'était ça le problème. Alors que Hawkmoon, très clairement, si tu pars sur une optique de résistance, d'exploration, etc., bon, bah si tu meurs parce que le gars il fait une chute, dégâts de chute, tiens, tu te payes un critique, un des 8 multiplié par 2, bon, bah t'es mort, voilà. Moi, j'ai eu des joueurs à un moment donné où c'était vraiment le jeu où le MJ était obligé de tricher derrière l'écran parce qu'effectivement, tiens, il y a un paysan qui est en colère, il vous pique avec sa fourche, oups, voilà, oups, t'es empalé. Ouais, Bon, ouais. c'est un peu triste. Alors moi j'aimais bien, pour avoir joué et à Hawkmoon et à Stormbringer beaucoup, surtout à Stormbringer, mais parce que je suis encore grand fan du système Chaosium, je le dis à peu près à chaque émission, on se dirait un vieux pépé, j'adore ce système. Bon, mais le truc c'est que justement c'est ce que j'aime, c'est-à-dire que ben ouais, demain, tu prends une fourche, tu la mets dans le bide de quelqu'un d'autre, et ben non, il n'est pas level 25, il résiste. Non, non, il se le prend dans le bide et il meurt, même si c'est un grand guerrier qui a fait de la salle pendant 20 ans. Tu vois. Et C'est, il bah faut ouais. il faut que ça finisse comme ça. Alors, je suis d'accord, tant que ça sert le propos, dans Lovecraft, ça sert totalement le propos. Dans Hawkmoon, si tu fais certains types de campagnes scénario, ça peut servir le propos. Après, le problème, c'est que le hasard, en fait, était... en plus, tu avais une sorte de faux hasard, parce que un truc qui est Bon, intéressant c'est à aussi... toi de le corriger, c'est au Voilà, MJ de le voilà, c'est corriger OMJ de aussi, le tu vois. corriger. Mais ça va être une différence qui est intéressante, c'est que dans la première édition d'Hawkmoon, tu peux jouer des grands bretons. C'est vrai, très juste. Et au même titre, d'ailleurs, dans Elric, dans Stormbringer, tu peux Tu jouer peux des jouer des Mélibonéens. Ouais. dans la seconde édition, enfin dans l'édition actuelle, non. En fait, soit tu fais une campagne pour les grands bretons avec entre eux, voilà, où tu fais une sorte de résistance intérieure ou des types qui en ont marre du système oppressif, soit tu fais des résistants, et ce sont deux choses différentes parce que c'est compliqué de faire mélanger les Bien deux. C'est sûr, possible, hein, bien je crois, sûr. il y a une partie qui précise, voilà, on peut tout à fait imaginer un mutin grand breton qui va aider la résistance, mais c'est tellement des choses différentes. Alors là, le problème, c'est que le système de règles, création aléatoire oblige, parce qu'il ne faut pas oublier, tu avais d'un côté le joueur qui avait une chance insolente et qui avait tiré le grand breton ou le franc qui avait des bonus de carac complètement pétés, et de l'autre côté, le gars qui venait d'un territoire pollué par les radiations, qui avait que des malus dans ses caractéristiques. Je vous rappelle d'ailleurs, parce que ça va évoquer des souvenirs aux gens, j'imagine, bon à toi évidemment, mais aux gens en général. Dans Stormbringer, tu pouvais tirer dans la première édition, vous pouviez tirer un Melnibonéen et votre voisin de table pouvait tirer un gars de You ou de Voilà. Ouin, Qui était qui était un espèce de d'homme sauvage et même pas un bon homme, même analphabète. pas un bon homme sauvage, quoi. Tu pourrais dire, ah, tiens, il serait fort. Non, même pas, ils sont nuls. Donc, non, 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 ils sont c'était. nuls, donc c'était terrifiant. Mais ça, c'est OMJ d'être un peu, tu vois. Tu vois, c'est là où tu vois que les gars, ils se sont dit, ah bah tiens, dans les bouquins, les Melnibonéens, c'est la race supérieure. Enfin, c'est des dégénérés, mais extrêmement compétents dans ce qu'ils font. Donc, on va leur donner des bonus. Et après, il n'y a pas eu la réflexion de se dire qu'est-ce que ça va donner autour de la table, quoi. Et pareil, tu vois, la sorcellerie dans les livres, les démons sont présents, mais ils sont quand même rares. C'est pas machin. Dans le jeu de rôle, c'était, C'est absurde, j'ai ce c'est souvenir absurde. catastrophique d'un bateau démon avec des rames démons, des voiles démons, des clous démons. Enfin, il y avait rien qui allait, quoi. Et donc, Non, bien sûr, voilà. bien sûr. Donc
Dans les publications récentes, Wastelander pour moi avait retenu mon attention parce que tu sentais que derrière les auteurs avaient vraiment compris que le post-apo c'est aussi une manière de décrire. On en avait parlé quand on avait fait cette émission sur le fantastique. Ça passe beaucoup par la façon dont tu le rends. Et dans Wastelander, ça ils le comprennent bien. Et il y a un autre qui vont très bien le comprendre, ce sont les auteurs de Degenesis. Degenesis pour moi, il souffre d'un problème que je rencontre très souvent dans les jeux de Mathieu Gabory, que j'aime beaucoup, c'est un auteur français que j'aime bien, mais qui est très difficile à faire jouer. Parce que tu es dans son univers, tu sens que cet univers a une logique, et si tu ne rentres pas dans cette logique, le jeu Oui, passe. tu n'as aucun moyen d'accrocher. Je suis d'accord. Ça, c'est un peu mon problème avec lui aussi, je Voilà, t'avoue. c'est très clairement. Et pourtant, ce sont des univers qui ont le mérite d'être d'une très grande originalité, qui justement cassent un peu les classiques du médiéval fantastique, etc. Et Dead Genesis, c'est exactement la même chose. Tu sens que les gars, ils veulent construire un monde post-apo qui n'a pas le travers de dire, en fait, l'objectif c'est toujours la même chose, c'est redécouvrir le monde passé, mais d'aller plutôt de l'avant. Mais il y a un style d'écriture, il y a un concept, il y a vraiment l'idée que les règles ne sont plus les mêmes, les normes ne sont plus les mêmes, l'Apocalypse est passé par là, qui n'est jamais réellement expliqué. Et c'est toujours un flou. Alors soit tu as bâtardi un peu l'univers en disant en fait ça on va le mettre de côté, on va le dégager pour que les gens comprennent de quoi on parle. Soit tu passes beaucoup de temps à expliquer aux gens, voilà, alors cette faction, c'est des types qui ont tel postulat, machin, etc. Qui en trahit un peu le côté découverte, puisque tu es un peu obligé de vendre la mèche. Et c'est un peu compliqué. Mais alors par contre, les livres sont d'une telle qualité, enfin vraiment pareil, on est un peu dans le livre collection. Si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil sur les illustrations, sur les descriptions, enfin sur des, je crois qu'il y a ça s'est fait pendant très longtemps. Ils ont sorti des trucs pas gratuits, mais vraiment pas chers. Tu sais, faites votre première aventure avec. Et il me semble que ça a été sorti. Bon, le bouquin date de 2014, mais il y a eu des publications jusqu'à 2021. On peut encore le trouver très facilement. Wastelander, je crois qu'il est quasiment introuvable. Bon, maintenant, via DriveThru RPG ou d'autres plateformes, vous pouvez récupérer des PDF assez facilement. Dead Genesis est assez intéressant parce que vraiment, tu as un univers qui est assez original, assez branque, avec une volonté de réécrire des factions qui sortent quand même un peu, qui cassent un peu du classique survivaliste, machin, etc. Je suis pas client, à part Hawkmoon et à part, on en parlait dans un précédent podcast, un peu pour la blague, Paranoia, qui est aussi du post-apo d'une certaine Ouais, façon, mais ça, bon, c'en est un, très c'est pour clairement. la blague. C'en est sans l'être, parce que c'est encore autre chose, on va dire. Disons que ça l'est autant que Paranoia est autant du post-apo que, comment il s'appelle, Judge Dredd est du post-apo, tu vois, à ce moment-là. Enfin, c'est encore une autre forme de post-apocalyptique, mais on va dire dans le post-apocalyptique classique, donc à la Kevin Costner comment il s'appelle ce magnifique film, non, Waterworld, Westland, Waterworld. Waterworld, merci. Bref, on est toujours, comme tu disais, on est toujours sur ces mêmes schémas, et moi c'est ça qui m'embête un peu, c'est-à-dire des groupes, alors une survie, ok, très bien, une survie de l'humanité. Souvent, on en revient toujours à un schéma féodaliste, comme si il ne pouvait pas y avoir une autre imagination, si tu veux. C'est forcément un retour en arrière où chacun va se replier sur son petit village, son petit truc. Il y a forcément un seigneur du coin qui va être plus fou que les autres, qui va dire, alors on en parlait une fois, évidemment, ça se voit énormément dans The Walking Dead, mais pas que. Il y a forcément des types, ça devient, en fait, on dirait que on est condamné à la société ultra fascisante. Quand il n'y a plus de loi globale, comme si, quand il n'y avait plus de loi globale, l'homme redevenait un loup pour l'homme, tu vois, cette espèce de fantasme. Et en fait, ce qui est très étonnant, parce que à l'épreuve de ce qu'on sait en anthropologie sociale, en sociologie, en ethnologie, bah c'est faux, en fait. Les sociétés se reconstruisent et s'adaptent très rapidement. Oui, Voilà. et puis même au-delà de ça, tu prends par exemple, on a des exemples très clairement où il n'y a pas de loi globale, où il n'y avait pas de loi globale. Par exemple, je pense aux Amérindiens où ils vivaient par tribu, bah, ils se faisaient pas la guerre permanente, ils se rencontraient, ils échangeaient. Les Amérindiens, il y a eu beaucoup de redécouvertes là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, c'est ce que me disait souvent, ce que Mais m'avait c'est dit un de comme mes profs partout, je veux d'histoire. dire, les gens se mettaient pas sur la gueule Voilà. non-stop En en fait. fait, c'est ce que m'avait dit un de mes professeurs d'histoire pour justement éviter un peu ce qu'on appelle l'européanocentrisme, c'est-à-dire de lire le monde à l'aune de nos trucs, c'est de dire toutes les sociétés se sont posées les mêmes questions.
mais n'ont pas donné les mêmes réponses. Et les Amérindiens, en fait, bon, les découvertes qu'on a vues, c'est notamment la découverte de ces villes perdues dans l'Amazonie qu'on a découvert grâce à l'imagerie satellite, de dire ah bah non, en fait, c'est pas des tribus, il y avait des cités-États, il y avait ça, il y avait Ah ça, oui, il y non, avait mais ça, voilà. moi je te parle du Nord, hein. Il y avait le Nord est en Amazonie, dans l'Amazone. Et tu le vois maintenant, en Amazone, il y a des tribus qui ont été étudiées, Et il y a des villes, en qui ont fait, été qu'on a étudiées. trouvées en Amazonie. Oui, il y avait des villes, mais Voilà. moi je parle pas de ce Voilà. côté-là. Ah oui, tu Je parles parle vraiment vraiment le côté, le côté les triste tribus. tropique, Voilà, le Lévi-Strauss, côté voilà. triste tropique de Lévi-Strauss. Et ce sont des tribus qui échangeaient. Ce sont des tribus et pourtant n'avaient pas de loi globale. Chacun avait sa propre loi, Les chacun avait son traditions, voilà, propre truc. Et ça n'empêchait pas d'avoir une vie qui n'était pas une vie de malade mental. Or, ce qu'on nous décrit ça dépend de quel point de vue. Moi, tu me parles en tant qu'Européen et tu me montres comment vivent ces tribus avec les tabous, les machins, etc. Oui, mais Ça va pas dans cette espèce de fascisme. C'est forcément du proto-fascisme tout le temps chez nous. Quand c'est post-apo, c'est Seigneur au mongoose, tu vois. le fascisme. Tu peux avoir un fascisme qui est vu comme un fascisme vertical, qui est un peu la définition européenne, c'est-à-dire avec le chef de l'État, mais tu peux aussi avoir un fascisme collégial, c'est-à-dire des sociétés qui vont être hyper normées. Et celui qui sort de la norme va être chassé, voire éliminé, parce que justement, il va sortir de ça. Ces sociétés hypernormées sont forcément des sociétés qui ne fonctionnent pas à grande échelle, ça va être souvent des petites structures. C'est l'image un peu classique du petit village, c'est le petit village français qui vit enfermé autour de lui, où Ça, c'est une vision très européenne. Enfin, on va pas en discuter maintenant, mais c'est une vision très européenne aussi. Et en fait, non, où tu, il y a mais pas vraiment attention, où tu opposes finalement, alors pas tant européenne, mais c'est surtout la vision très libérale, c'est-à-dire libérale c'est politique, ça. j'entends, où tu vas avoir le côté, mais attends, mes droits individuels, mes droits en tant qu'individu, où sont-ils? Et on va te dire, Pose maintenant, pas la question, en voilà, et fait. c'est pas la question qui se pose là, mais Non. tu vas quand même constater, moi c'est notamment c'est quelque chose que tu découvres, enfin que tu vois quand euh, c'est le moment où le christianisme devient politique et on en reparlera quand on fera la prochaine émission sur la religion dans le jeu de rôle. Comment faire en sorte que ces sociétés qui n'ont pas les relais technologiques suffisants, où finalement tu es obligé de vivre avec les autres parce que tu as besoin de l'autre. Si tu es seul, tu crèves. Hein. La solidarité, elle est obligatoire. Donc comment on va réussir à maintenir cette solidarité? Et ça, c'est vrai que ce que tu disais est assez vrai, c'est que dans tous les jeux de rôle, le modèle qui va toujours ressortir, c'est effectivement le retour de l'ordre, le retour de l'ordre, mais par contre d'un ordre vertical, c'est-à-dire on va toujours avoir ben, l'empereur Huon dans Wastelander, alors Dead Genesis non, Dead Genesis justement c'est tellement branque, l'univers est tellement branque que c'est pas tant ça, c'est vraiment plutôt moi, ce qui m'a plu dans Dead Genesis, c'est vraiment, tu vois un peu ce qu'a connu l'Europe à la chute de l'Empire romain, au moment où va justement émerger des tas de modèles de sociétés différents, tous vraiment radicalement différents, c'est-à-dire entre ce qu'on a appelé barbares, mais qui ne l'étaient pas, c'est-à-dire les Burgondes, les Goths, enfin Visigoths, Ostrogoths, etc., les différents christianismes, l'arianisme, le monophysisme, etc., qui tous essayent de s'imposer finalement, essayent de dire, bah non, c'est mon modèle qui va, et qui, par la force des choses, par la friction, vont aboutir à quelques modèles qui vont s'imposer, hein, finalement, l'Empire byzantin d'Orient, le christiano-féodalisme qui va émerger en Europe occidentale. Mais tu es dans Dead Genesis, tu es dans ça. C'est-à-dire vraiment dans ce moment où tu as tous ces trucs qui pullulent à côté, et c'est pour ça je le trouve intéressant, parce que t'as pas ce côté, bah voilà, les grands Bretons de Hawkwood qui sont bon, une relecture de Thatcher plus Hitler, quoi, à peu de choses près, hein, c'est Oui, ça, c'est hein, ça. Oui, c'est oui, globalement oui. c'est ça. Et mais avec quand même l'interrogation de se dire, et que tu as dans Vermine aussi. Hein. Dans Vermine, tu as pas du tout le côté. Alors tu as quelques tribus dans lesquelles tu vas avoir effectivement un petit chef qui va s'implanter, mais en fait ils survivent pas parce que la nature entre guillemets balaie tout ça très systématiquement. Mais toujours quand même l'idée de s'interroger, bah voilà, comment on peut désormais vivre dans cet univers et quel modèle on va vouloir. Et ce qui est quand même beaucoup plus intéressant, enfin, on va être honnête, c'est beaucoup plus intéressant que si tu es franchement. Alors, c'est très intéressant d'avoir ce côté anticipation glauque, genre attention, parce qu'en fait, c'est toujours une leçon. Attention, le fascisme peut revenir. Attention, on est à deux doigts de retourner à cette espèce à ce qui est le pire pour nous, mais ce qui est le pire pour nous, justement. C'est-à-dire que
Il n'y a jamais d'interrogation, il y a éviter le pire et après. Et c'est pour ça que je parlais d'Hawkmoon tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les bouquins de après, ben, on s'en fout, il a gagné. Il a évité le pire. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'à la rigueur, il aurait pu faire un peu ce que fait Dead Genesis, c'est-à-dire voilà, ben, maintenant que le modèle Grand Breton a disparu, quel modèle pour le reste de l'Europe? Et la première édition justement cette première édition de l'Europe du tragique millénaire, donc présente en fait des tas de sociétés différentes. Le supplément sur la France, chaque duché est une sorte de microcosme avec une façon de se construire radicalement différente. On a parlé effectivement de ce post-apo. Moi, c'est ce que je disais un peu en introduction, c'est que l'apocalypse, c'est vraiment un gimmick qu'on retrouve énormément dans les jeux de rôle. Et il y a le post-apo et il y a l'anticipation de l'apocalypse. Avec, pour moi, il y a deux jeux de rôle là-dessus qui jouent beaucoup là-dessus. Bah, le premier, tu le connais très très bien, c'est l'appel de Cthulhu, puisque par définition, les joueurs sont là pour empêcher l'apocalypse d'arriver et un peu en pure perte, parce que, ben, de toute façon, voilà, les grands anciens vont se C'est réveiller tôt ou foutu. tard, c'est foutu. Et puis il y a Vampire. Il y a un mythe en fait de l'apocalypse qu'ils appellent la Géhenne, et les auteurs à l'origine l'avaient laissé dans le flou. On savait que cette Géhenne c'était le retour des fondateurs, en fait des vampires d'origine, qui étaient un peu décrits comme les grands anciens de Lovecraft, c'est-à-dire ouais c'est des vampires mais avec des gros guillemets parce que c'est des créatures monstrueuses qui ont sombré dans un sommeil profond et quand ils vont se réveiller ça sera la fin pour tout le monde. Et globalement, cette société vampirique ne souhaite pas le retour de ces grands anciens. Et elle arrive, la Géhenne arrive. On va commencer par qu'est-ce qui annonce cette fin des temps. Et ils ont sorti, il y a eu comme ça en fait chaque année en fait était dédiée à un thème qui annonçait l'arrivée de la fin des temps. Donc le premier thème c'était l'arrivée en fait de vampires qui étaient tellement faibles, tellement abâtardis que bah c'était en anglais The Sin Blood, le sang éclairci en fait. Ils avaient tellement peu de sang vampirique qu'ils pouvaient même un peu sortir le jour, enfin ce genre de choses. Et puis d'autres signes avant-coureurs, le réveil des premiers antédiluviens, tout ça menant à justement au supplément la Géhenne, qui pour dire poliment n'est pas extraordinaire. Et surtout, tu sens que les gars étaient un peu embêtés parce qu'ils avaient tellement fait monter le truc, et les joueurs, et c'était bien fait parce que du coup les joueurs se Oui. sont inventés leur GN, se sont dit bah voilà ça va se passer comme ça, et les gars ils se sont retrouvés, ils se sont dit bah, on va pas leur, enfin, si on fait la GN d'une certaine manière, on va s'aliéner de tout un groupe de joueurs qui va dire ah mais non ça devait pas être ça, et donc dans le supplément GN il y en a pas une, il y en a quatre. Il y a trois GN, il y a trois GN qui sont présentés et avec en fait des échelles très différentes. C'est-à-dire il va y avoir une GN qui va être à l'échelle des individus, c'est-à-dire en gros avec un truc un peu branque, bon c'est peut-être celui qui est le moins, parce que c'est une vision qui est très chrétienne en plus de la chose, la quête de rédemption, la conquête de la bête, ceux qui arrivent pas, ben voilà c'est foutu, et puis ceux qui arrivent tant mieux pour eux. Donc là c'est vraiment l'apocalypse chrétienne, hein, voilà. Tu vas avoir l'apocalypse Hollywood, tu parlais du jour d'après, donc les grands anciens se réveillent, les joueurs vont partir affronter les grands anciens, machin, etc. Enfin voilà, c'est Cthulhu Pulp, etc. Avec en plus tu peux enfin il y a un fan service, ouais je vais pouvoir rencontrer Toréador et compagnie, etc. Voilà. Et puis tu as un entre-deux qui à mon avis est un peu le plus satisfaisant, en plus qui joue beaucoup plus sur le côté horrifique des antidiluviens. Malheureusement, ben, faute de place, les trois ne sont pas très très développés, hein. C'est plus des lignes directrices. Mais ce qui était intéressant, c'était vraiment de dire, ben voilà, est-ce que vous la souhaitez vraiment cette apocalypse? En fait, voilà, c'est qu'est-ce qu'elle est censée nous apporter? Il y avait une réflexion là-dessus. Dans le cas de Lovecraft, bon, on la souhaite pas parce que c'est voilà, Non. c'est Azathoth. Bon ben voilà, fin de l'histoire. Oui, That's bon, all merci, folk. quoi. Merci d'être Voilà. venu. Et surtout, on vous fait. Et ce qui est dramatique, c'est que j'ai presque envie de dire c'est une anti-apocalypse parce que le but de l'apocalypse, c'est d'être une révélation pour l'humanité dans l'objectif. Et oui, c'est ça. Voilà, dans C'est l'objectif ça. d'aller quelque part. Et dans le cas de Lovecraft, c'est de dire à l'humanité, mais en fait, t'es rien. Tu ne sers à Et rien, puis tu c'est ne fini, comptes à quoi. rien, et tout le monde est mort, et on passe. Celui qui le fait assez bien, c'est Alan Moore dans son Providence, où en gros il dit bah, soit vous changez complètement votre outil, votre modèle, truc, et vous passez à autre chose, et vous devenez autre chose, soit ben, fin de l'histoire. Hein. C'est les dinosaures, tu parlais avant, et vous devenez le pétrole pour les migots, et puis. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis sur le pré-apo, quelque part, puisque ça va permettre de faire un lien avec non seulement ce que tu disais juste avant sur Vampire, mais également sur, et ça, regardez comme c'est pas du tout préparé, avec la prochaine émission, puisqu'il y a un autre jeu d'un autre jeu de rôle célèbre, extrêmement célèbre, qui joue sur cet apocalypse annoncé, et qui est aussi de chez Chaosium d'ailleurs, comme quoi ils doivent être abonnés, c'est RunQuest. RunQuest, c'est vraiment, on annonce vraiment que vous allez avoir
la fin des temps. Et on joue juste avant. Et ce qui est intéressant par contre dans RunQuest, et celui-là je vais me le garder sous le coude parce que Greg Stanford, l'auteur de RunQuest, il crée une mythologie, c'est-à-dire que cet apocalypse, c'est pas quelque chose qui sort du chapeau, ça s'inscrit dans un récit religieux. Et Greg Stanford Qu'on va voir développera au prochain podcast. exactement, et surtout ce qui est intéressant, qui sort du classique apocalypse chrétienne. C'est plutôt d'ailleurs un espèce de Ragnarok. Enfin, on verra ça, mais Je l'avais dit au tout début de l'émission, on a parlé du post-apo, on a parlé du pré-apo, et au final, il y a très peu de jeux de rôle qui font de l'apocalypse, qui jouent pendant la période de l'apocalypse. Alors pour moi, il y a une raison qui est assez simple, c'est que l'apocalypse, en fait, c'est une pression qui est énorme. Du coup, quand tu joues au milieu de l'apocalypse, ben, le seul enjeu, c'est ta survie, un peu de choses près. mais c'est ça. Et ça restreint, pour moi, c'est ce qui explique aussi pourquoi ça parle moins, parce que alors tu as Zombie qui est sorti, qui joue, en fait Zombie est un jeu comique, un peu, qui joue sur l'apocalypse zombie, et qui va jouer sur le côté très nanar. Par contre, ce que tu vas souvent avoir, c'est des scénarios apocalyptiques. C'est-à-dire, voilà, vous êtes dans un univers, l'apocalypse arrive, et il y en a un qui est assez intéressant pour ça, qui sont les chroniques de l'apocalypse de Néphilim. Alors, l'univers de Néphilim, c'est un peu comme RuneQuest, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une approche religieuse, on est dans une approche occulte, ésotérique, c'est-à-dire il faut vraiment prendre l'Apocalypse comme une sorte de révélation. Et cette chronique de l'Apocalypse, en fait, elle doit amener les joueurs à comprendre quelle va être cette révélation, de dénouer un peu les fils du mystère qui entoure l'univers de Néphilim. Les chroniques de l'Apocalypse font partie de ces campagnes qui sont malheureusement injouables, parce que bon, déjà Néphilim, j'ai toujours, moi honnêtement, j'adore l'univers de Néphilim. En plus, tu sens que les gars qui l'ont écrit, ils ont vraiment voulu faire quelque chose de solide. Ne serait-ce que je recommande vraiment le supplément sur les mystères, qui sont, si vous voulez avoir qui voulait avoir vraiment un truc sur l'occultisme, enfin vraiment ce que peut être une société occulte, avec tout le côté justement mystère grec, hein, au sens premier du terme, jetez-y un coup d'œil. Et donc cette chronique de l'Apocalypse, elle va amener les joueurs sur le chemin de cette révélation. On n'est pas dans l'Apocalypse fin du monde hollywoodienne, on est vraiment sur l'interrogation de qui nous sommes, pourquoi on en est là et vers où on va. Et qui amène finalement à ces post-apos qui sont plus intéressants, c'est-à-dire bon bah maintenant qu'on a dépassé l'apocalypse, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et ce qui est étonnant d'ailleurs, tu remarqueras, mais j'ai l'impression de dire ça à chaque fin d'épisode, c'est que ce sont des univers qui sont tellement difficiles à jouer. Notamment Néphilim. Hein. Néphilim, clairement, en plus, bon, t'as une dimension littéraire qui est totalement assumée par le jeu. J'ai envie de dire, on va être très clair, c'est le jeu de rôle des facs de lettres. Hein. Je ne l'ai quasiment vu jouer que par des gens qui avaient ce profil-là. Il y en a un. Alors, ça, c'était pour donc le côté apocalypse au sens, on va dire, voilà, révélation. Il y a un univers apocalyptique qui est assez intéressant, mais qui est très anonyme. C'était dans la période un peu indé 2010, qui s'appelle Plague. Alors, Plague, c'est du médiéval fantastique. Et globalement, il dit, bah voilà, le Nécron, le grand méchant sorcier, où on ne sait pas trop ce qui s'est passé, a réussi son rituel de fin des temps. Le problème, c'est qu'il a tellement bien réussi que les normes se sont inversées. Et donc, alors, je ne sais pas si tu connais un peu le fonctionnement dans Donjons et Dragons des plans positifs et plans négatifs. Et en fait, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que, en gros, les humains deviennent l'anomalie dans le monde. Donc les sorts de soins vont les blesser, machin, etc. Et le plan négatif commence à absorber tout le monde. Et globalement, bah, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Est-ce que bah, on fait la transition et on devient en gros des morts vivants, mais qui ne sont plus des morts vivants, puisque les morts vivants sont les vivants de ce monde? Ou est-ce qu'on essaye de résister tant bien que mal? C'était assez original, pour ça que je voulais en parler. Alors pareil, hein, Plague ne joue pas l'Apocalypse, on joue mais vraiment juste après. C'est très sombre, hein, c'est pas un truc que vous jouez si vous voulez vous remonter le moral, parce que tu sens bien que il n'y a pas vraiment d'avenir là-dedans. Mais il était assez intéressant. Et bien sûr, il y a eu aussi toute une série de jeux indés qui ont essayé un peu d'interroger. Alors il y en a eu vraiment beaucoup, j'ai un peu regardé. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi très européen. Les Américains, le post-apo est très pulp chez les Américains, c'est-à-dire que c'est pour faire du Mad Max.